Merci beaucoup, bonjour ou rebonjour à tous. L'intérêt d'arriver vers la fin de cette conférence, c'est que ça permet d'obtenir une vue globale et cohérente des différents sujets, des différentes approches concernant le sujet des NEETs, avec, on peut le voir depuis hier, des points communs. C'est comme des pièces de puzzle qui s'assemblent et qui donnent une image complète, et on va le voir, une pièce de plus, une dimension de plus dans le panel qui va suivre. Le panel précédent que Michael a animé nous ont montré que grâce aux excellentes interventions des différents intervenants, on a pu comprendre comment les services publics de l'emploi peuvent améliorer la préparation à l'emploi en proposant des programmes spécialisés pour offrir les compétences adéquates à des publics fragiles. On a pu se rendre compte également du rôle des SPE pour impliquer les conseillers, mais aussi des parties prenantes externes concernées pour prendre en considération la situation des NEETs dans leur globalité. Donc ce panel précédent a fait une excellente transition avec celui qui va avoir lieu maintenant, dont le thème est comment renforcer la durabilité et la résilience des NEETs grâce à l'action des services publics de l'emploi. Parce qu'il faut considérer qu'il n'y a pas de fatalité. Les interventions qui vont suivre montrent comment les services publics de l'emploi encouragent et facilitent les possibilités de formation afin que les NEETs puissent s'adapter à l'évolution du marché de l'emploi. En servant d'intermédiaire entre l'éducation et l'emploi, les services publics de l'emploi peuvent construire une passerelle durable qui permet aux NEETs de faire la transition vers des carrières de long terme. Cette approche permet non seulement de relever le défi immédiat que représente le statut de NEET, mais aussi de doter ces individus des outils dont ils ont besoin pour s'épanouir sur le marché du travail, en favorisant une durabilité et une résilience durable dans leur parcours de formation et de carrière. Pour cela, nous allons écouter trois interventions, dont deux ici. La première sera assurée par Meriban Rasoulova, qui est chef du département de la formation professionnelle au sein du service public de l'emploi d'Azerbaïdjan. Elle a plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans la gestion de l'éducation. Elle a travaillé dans diverses organisations gouvernementales, publiques et privées, notamment le ministère de l'Éducation de l'Azerbaïdjan, le Centre d'examen d'État ou encore l'École supérieure de pétrole de Bakou. Elle est diplômée de l'Université des langues d'Azerbaïdjan et de l'Université de Glasgow au Royaume-Uni. Dans ses fonctions actuelles, Meriban est responsable de la mise en œuvre de la formation professionnelle en tant que politique active du marché du travail et du développement d'une approche et de mécanismes visant à améliorer la qualité de la formation professionnelle afin de répondre à la demande du marché du travail ainsi qu'aux différents besoins des apprenants. Meriban, je vais vous passer la parole pour présenter quelles actions le SPE, le service public de l'emploi d'Azerbaïdjan, a mis en place pour encourager les NEETs à intégrer des formations professionnelles qui facilitent l'accès à l'emploi. Merci. La parole est à vous. I will have stopwatch too. Je vais débuter mon chronomètre. Bonjour à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous vous sentez un peu rafraîchi juste après la pause café. J'aimerais exprimer ma reconnaissance et mon excitement pour être ici et j'espère que je vais vous montrer exactement ce que je veux souligner avec mes présentations et j'aimerais en fait parler de quelques points cruciaux, surtout sur la formation professionnelle. Nous avons parlé depuis hier et aujourd'hui sur la création
des politiques pour résoudre les problèmes des NEET. Et je pense que honnêtement, les politiques ne sont pas suffisantes en fait sans avoir une bonne mise en œuvre. Donc, en tant que les SPE d'Azerbaïdjan et en tant que le département de formation professionnelle, nous sommes juste au centre de ce processus de mise en œuvre, bien sûr, avec la création des politiques. Et il s'agit d'une petite équipe et nous essayons notre meilleur, en fait, de trouver les meilleures pratiques, améliorer tout ce que nous pouvons, renforcer nos activités, renforcer les qualités du programme et bien sûr encourager encore plus de NEET. Je pense que pour développer un produit, quoi que ce soit, et nous pouvons maintenant considérer la formation professionnelle en tant qu'un produit, nous avons des clients qui payent et pour avoir un meilleur produit, vous devez comprendre que vous devez en fait toujours mieux comprendre vos clients avec une très bonne qualité. J'ai essayé d'illuminer en fait les voix internes de nos clients. J'ai essayé de vous montrer qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sentent, surtout en termes de formation professionnelle. Est-ce que nous devons les atteindre? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour la plupart de ces clients, il y a beaucoup de raisons en fait, mais ces raisons en fait ne sont pas toujours en fait ce que nous pensons, ce que nous pouvons imaginer, mais c'est leur raison à eux. Surtout quand il s'agit de la formation professionnelle, ça peut être la première question à poser. Qu'est-ce qu'ils attendent d'avoir de cette formation, surtout pour les NEET? Parfois, ce n'est pas possible de les payer. Ça peut être un problème financier, ça peut être par exemple un problème de réputation, surtout quand il s'agit de l'éducation, comme Michael l'a mentionné. Pas tout le monde en fait, pas tous les NEET sont pas éduqués. Parfois, bien sûr, il y a des NEET qui sont éduqués, qui ont des qualifications, mais ils se sentent inutiles. Et à ce stade-là, ils trouvent que ces formations sont inutiles aussi parce qu'ils ont déjà reçu une éducation. Et pour certains d'entre eux, ça peut être impossible. Il peut s'agir des personnes handicapées ou encore pour certains NEET, commencer de nouveau à partir de zéro, en fait, peut être un peu effrayant, décourageant. Donc, il y a des différents NEET, des différents problèmes qui peuvent nous aider, en fait, à concevoir une approche ou un produit pour que nous puissions s'adresser à tous leurs besoins, à tous les NEET. Notre rôle essentiel est de, en fait, rendre toutes ces formations vocationnelles accessibles et attractives, surtout pour les clients, pour les NEET qui sont nos clients. Et comment nous allons faire cela? Je vais essayer de partager des informations brèves. Je vais essayer de vous montrer comment nous pouvons en fait concevoir un meilleur programme de formation vocationnelle pour les NEET et quels seront les points essentiels. Le premier, c'est bien sûr le financement. Et nous avons parlé de financement, de la situation financière, du bien-être et prospérité de ces clients. C'est très fondamental. Conception de programme, transition vers le travail, validation et reconnaissance peuvent être autres points à améliorer l'efficacité de la formation professionnelle et bien sûr encourager les NEET pour qu'ils puissent ou qu'ils viennent recevoir ces formations et ça va aussi leur aider à construire, renforcer leur résilience, leur capacité. Je vais aussi partager quelques meilleures pratiques d'Azerbaïdjan pendant que je parle de la situation en général. Quant au financement, nous en avons déjà parlé. La majorité des NEET, de la population NEET, vivent dans des parties rurales et ils veulent avoir en fait une meilleure vie, un meilleur style
style de vie et ils ont besoin d'un soutien financier. Et je pense que dans la plupart des pays européens, il s'agit d'un soutien, d'une allocation, etc., argent de poche peut-être, pour qu'ils puissent, en fait, pour que ces clients peuvent avoir accès à ces formations, mais ce n'est pas le cas pour quelques pays. Je pense que ceci est un point plus encourageant pour les NEET, surtout pour les faire participer à ces formations. En Azerbaïdjan, nous essayons de couvrir leurs argent, nous essayons de payer pour la transportation, par exemple. Nous devons une allocation mensuelle à peu près égale à salaire minimum en Azerbaïdjan. Deuxièmement, bien sûr, la conception de programme, parce que nous devons prendre en considération que notre audience, la plupart de ces gens, en fait, ont déjà eu des expériences négatives, surtout dans le système d'éducation. Si ce n'était pas le cas, ils n'étaient pas à être découragés. Et à ce stade-là, quant à la conception de programme, nous devons prendre en considération le point pratique pour pouvoir en fait rencontrer leurs besoins, pas seulement les besoins d'apprentissage, mais les besoins d'accessibilité, ce qui est très important, de tous besoins que nous pouvons penser. Je pense que c'est très pratique de les considérer parce que nous ne parlons pas d'ici d'une embauche à long terme. Nous parlons ici d'une formation professionnelle et en Azerbaïdjan, nous fournissons ces formations pour 6 mois et je peux dire que c'est vraiment très pratique et il s'agit au moins d'une 50% de participants de notre programme et des activités pratiques. Nous essayons aussi de fournir une formation, un apprentissage flexible parce que des participants peuvent avoir des responsabilités familiales. Nous pouvons avoir des jeunes mères, je ne sais pas que c'est, je ne promouvois pas, mais ça peut arriver. Donc, c'est pour cela que nous pouvons organiser des éducations, des formations, des plateformes en ligne. C'est aussi important aussi d'avoir au moins la moitié du programme en ligne pour que nous puissions en fait les encourager à commencer à apprendre à recevoir cette formation. Un autre point important, c'est la modélisation de ces programmes. Et je pense que ça peut être une bonne solution. La totalité de nos programmes, en fait, normalement, nous avions des formations professionnelles traditionnelles. Nous commencions par A et nous allions jusqu'à Z. Mais depuis que nous faisons face à des groupes différents qui changent l'un de l'autre, nous avons aussi changé notre méthode. Il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des gens qui n'en ont pas. Donc, à ce stade-là, nous avons besoin d'adapter et d'être flexibles pour que nous puissions, en fait, les attirer vers les modèles de formation que nous développons. Donc, les modèles, en fait, doivent être centrés sur leurs compétences et nous devons les modéliser efficacement et suffisamment pour qu'ils puissent, en fait, compléter leur programme dans 2 mois ou 3 mois. Donc, je sais que c'est un grand défi et c'est aussi pour nous en Azerbaïdjan. Et cette modélisation, en fait, nécessite une évaluation préliminaire. Nous devons évaluer leurs compétences, leurs talents. C'est comme ça que nous pouvons en fait avoir une éducation professionnelle et il s'agit d'un processus compliqué et ça nécessite encore beaucoup de travail. Vous devez avoir des mécanismes appropriés pour pouvoir en fait résoudre cette situation. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir en main. Vous devez couvrir les parties, les compétences pratiques de ces clients. Pour cela, nous n'allons pas avoir des tests à choix multiples. Nous avons besoin des personnes, des gens qui vont en fait vraiment évaluer les compétences de ces clients pour leur donner un point de start, un point de début. Un autre point important pour en fait encourager les NEET pour qu'ils puissent participer à ces formations professionnelles. Je pense que
les 10 minutes ont déjà écoulé. Donc, nous devons trouver un moyen de rendre ces formations attractives. C'est le pas suivant à prendre. Personne n'attend avoir ces programmes en tant qu'une garantie d'emploi. Nous devons en fait sensibiliser ces personnes et bien sûr modifier leurs attentes juste après la formation. En Azerbaïdjan, je pense que nous avons créé une bonne pratique parce que la formation professionnelle dans notre pays est mise en œuvre par plusieurs partenaires de formation professionnelle, plus de 100 partenaires, et nous avons des métriques que nous utilisons en fait pour pouvoir mesurer les taux d'embauchement quand ces gens finissent le programme, et nous voyons qu'au moins 5% de ces gens en fait au moins 5% doivent être embauchés après 5 ou 6 mois après avoir complété la formation. C'est comme ça qu'en fait nous contrôlons les qualités de nos enseignants aussi, et c'est comme ça que nous créons encore plus de motivation. Et à ce stade-là, l'employabilité et compétences encore jouent des rôles importants. Vous pouvez les apprendre des compétences comme cuisiner. Mais à ce stade-là, quand nous parlons de résilience et de durabilité, ce n'est pas suffisant de leur donner quelque chose, un talent comme ça. Quand il s'agit d'emploi ou d'embauchement, quand il s'agit de chercher d'emploi ou se préparer pour un entretien, écrire un curriculum, nous devons couvrir d'autres compétences. Nous devons leur aider pour qu'ils puissent trouver indépendamment le travail qu'ils cherchent. Avec les fournisseurs que nous travaillons, nous essayons d'ajouter des modules additionnels pour qu'ils puissent avoir des compétences de base pour pouvoir en fait développer les compétences qu'ils ont déjà. Et à part ça, bien sûr, reconnaissance est aussi très importante. Validation et reconnaissance, parce que notre audience a déjà quelques compétences. Ça peut être gagné par l'éducation traditionnelle ou formation informelle. La difficulté que nous faisons face en Azerbaïdjan actuellement, c'est le mécanisme de travail et la validation des compétences qu'ils ont gagnées grâce à une éducation de formation informelle. Nous avons des organes avec lesquels nous travaillons étroitement pour en fait avoir une meilleure pour couvrir meilleur professionnellement. Nous avons plus de 100 ou 200 cours de formation professionnelle et milliers de compétences. C'est pour cela que nous devons en fait créer de bons mécanismes de travail pour pouvoir valider leurs compétences, et nous avons aussi besoin d'une bonne modélisation, comme je l'ai déjà dit. Les processus d'évaluation et les critères d'évaluation en fait peuvent vous aussi donner un diplôme d'éducation supérieure. Parfois, les formations informelles ne sont pas reconnues dans les systèmes créditaires, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire partie de l'éducation supérieure, mais dépendant de votre profession, dépendant de la type d'évaluation que vous allez recevoir, les organes gouvernementaux peuvent aussi vous donner un diplôme de formation vocationnelle en tant qu'un résultat suite à une évaluation qu'ils vont mettre en œuvre. Donc ça dépend aussi du niveau d'éducation, mais ça peut aussi être encourageant pour ces gens, surtout à point s'ils veulent changer de métier. Disons qu'ils ont un diplôme de journalisme, mais ils veulent devenir
plombiers. Et à ce stade-là, ils peuvent recevoir une évaluation, avoir un diplôme et continuer une éducation supérieure après avoir complété la formation de base. Et finalement, créer une marque pour la formation professionnelle pour les employeurs ainsi que pour les demandeurs d'emploi, pour les NEET, peut aussi être le cas dans notre pays ou pas, mais c'est le cas dans notre pays. Et la formation professionnelle a perdu sa réputation, si je peux dire, depuis plus d'une décennie. Donc, nous essayons de le rendre crédible, de le rendre comme une bonne source pour regagner des compétences. Et pour cela, nous avons besoin de créer une marque. Et pour pouvoir faire cela, pour créer une marque, nous avons aussi besoin des histoires de succès. Comme ça, nous allons encourager plus de needs et ça va devenir encore plus facile pour eux d'avoir une meilleure transition dans le marché du travail. En Azerbaïdjan, ils ont des questions, ils soupçonnent en fait. Et ils se posent la question, est-ce que c'est assez bien? Est-ce que ça va m'aider de recevoir une formation professionnelle? Donc, c'est un autre objectif que nous essayons d'atteindre dans les années à venir. Nous voulons en fait atteindre ce niveau de sensibilisation, surtout en termes de formation professionnelle en Azerbaïdjan. Sensibilisation était un sujet dont nous avons parlé pendant 2 jours. Comment ça va les aider? Et il y a beaucoup de statistiques qui nous montrent que les NEET en fait vivent plutôt dans les parties rurales des régions et c'est aussi un point important. Nous devons en fait diminuer ce taux et nous devons rendre toutes ces formations accessibles pour ces jeunes en Azerbaïdjan pour pouvoir avoir une meilleure sensibilisation et une meilleure accessibilité. Nous travaillons avec plus de 100 fournisseurs de formation, avec plusieurs formateurs. Nous avons nos propres centres de formation où nous travaillons avec les SPE et les fournisseurs privés. Et depuis capitale jusqu'au rural part de l'Azerbaïdjan, nous essayons de les donner, en fait, de fournir ces formations. Nous travaillons aussi en coopération avec les écoles qui sont sous le toit du ministère de l'Éducation. Et pour le moment, nous travaillons sur un programme d'apprentissage et nous pensons que ça sera très pratique pour les NEET et surtout pour les régions où nous ne pouvons pas avoir un groupe de formateurs. Ce dont nous avons besoin, c'est de trouver la bonne personne qui sera l'employeur et une autre personne qui sera le formateur. Comme ça, nous allons avoir une bonne éducation. Je peux partager plusieurs informations additionnelles. Il y a plusieurs centres d'éducation en Azerbaïdjan, mais nous ciblons avoir 10 centres de formation professionnelle en pays pour que nous pouvons couvrir une région encore plus large. Je pense que c'est tout de ma part. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Meriban pour cette première intervention très intéressante qui a permis de poser des bases importantes pour la suite des interventions. Je passe maintenant à un rôle d'intervenante pour vous présenter. Pour vous présenter un dispositif installé en France qui s'appelle le contrat d'engagement jeune.
Vous l'avez, oui, en version française de ce côté-là et en anglais de l'autre. Donc normalement, tout le monde doit s'y retrouver. Le contrat d'engagement jeune qui a été installé en mars 2022, donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. Ce qui est important, c'est dans un premier temps de se dire que les jeunes et l'emploi durable, on a vu déjà hier dans les différentes interventions, on a parlé des rapports au travail, des relations qu'ont les jeunes par rapport au marché de l'emploi qui est en train d'évoluer, les comportements ne sont plus les mêmes. Pour autant, moi j'aimerais parler de la diversité des projets de vie, mais aussi de la diversité des rapports au travail. Les nouveaux comportements des jeunes sur le marché du travail ne sont pas représentatifs de l'entièreté de la population actuelle. Tous les jeunes ne se désengagent pas ou ne se comportent pas différemment face au travail. Ces dernières années, on a observé de nouveaux comportements, comme je le disais, une génération un peu qui a tendance à zapper, comme on dit, à passer vite d'un emploi à un autre, qui rejettent la notion de contrat à durée indéterminée, qui peuvent paraître peu fidèles à l'entreprise. Ces tendances existent, elles sont réelles, mais pour autant, elles ne sont pas représentatives de l'entièreté de la population jeune actuelle. Les jeunes recouvrent des diversités de situations et le rapport au travail évolue en fait en fonction de différentes variables. Le rapport au travail et la valeur travail, il y a une étude qui montre que le rapport au travail est notamment structuré par rapport à la position sociale. Les jeunes qui sont peu diplômés et dans des régions touchées par le chômage soulignent l'importance d'avoir un emploi. Et ils parlent de niveau de rémunération, ils parlent de la sécurité de l'emploi. Et ça vaut pour les jeunes actuels, mais aussi des générations antérieures. À l'inverse, les plus diplômés, l'étude montre que les plus diplômés, en revanche, vont avoir davantage de marge de manœuvre pour expérimenter, trouver l'activité qui leur convient. Et là, ils vont parler plutôt exprimer des choses, des aspirations autour de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les relations entre collègues, l'intérêt du poste ou l'autonomie. Donc on voit bien que enfermer les jeunes sous une même étiquette ne reflète pas la diversité des situations ou la complexité des processus qui façonnent le rapport au travail. Donc, ces études, ces travaux, ces tendances permettent d'avoir une connaissance meilleure et plus fine du public jeune dans son hétérogénéité, mais aussi dans ses contradictions. Et ainsi, pour un service public de l'emploi, et pour Pôle emploi en l'occurrence, ça permet de mieux mobiliser de façon plus adaptée, plus efficace, le contrat d'engagement jeune. Ce parcours d'accompagnement que je vais vous présenter correspond donc au public qui a besoin de retrouver du travail et qui est en difficulté, à condition qu'il y ait un diagnostic qui soit bien précis et bien réalisé au départ et tout au long du parcours, et de s'appuyer aussi sur l'engagement des jeunes, d'où le nom du dispositif. Alors, le contrat d'engagement jeune, il a pour objectif de fournir prioritairement un accès à l'emploi, si possible un accès à l'emploi, un emploi durable ou d'au moins une durée de 6 mois. Mais on va voir que pour arriver à cela, il peut y avoir des étapes intermédiaires. Les piliers du contrat engagement jeune. Alors, j'y reviendrai après, c'est un programme intensif et je développerai la notion d'intensité de l'accompagnement. C'est 15 à 20 heures par semaine d'accompagnement par un conseiller auprès de chaque jeune. Un même conseiller assure le suivi pendant toute la durée de l'accompagnement, qui dure 6 mois et qui peut être renouvelé. Et cela permet d'installer une relation étroite basée sur la confiance et donc qui va permettre
cheminer ensemble et de faciliter l'acceptation pour entrer en formation ou pour accepter un emploi. L'engagement, il est réciproque, engagement fort de la part du conseiller qui va accompagner le jeune, mais aussi engagement du jeune qui va s'engager pour réaliser différentes démarches de façon intensive. Et pour l'inciter et pour pouvoir répondre à certaines de ces difficultés, une allocation lui est versée, calculée de façon individualisée selon sa situation et pouvant aller jusqu'à l'équivalent de 528 € par mois. Pour garder le contact en permanence avec le jeune, il n'est pas nécessaire de le faire venir dans les locaux des agences de Pôle emploi. Il y a une appli qui a été développée et qui permet de s'adapter aux moyens de communication des jeunes et d'avoir un échange flexible, rapide, un peu je dirais en temps réel, et qui permet d'être beaucoup plus agile et plus réactif dans l'accompagnement. Donc on le voit, il y a 4 principes vraiment forts du parcours d'accompagnement, du contrat d'engagement jeune. C'est le suivi qui est direct et fréquent, pendant toutes les semaines, tous les jours, pendant 6 mois. Un accompagnement qui se concentre sur le développement de l'autonomie pour que la personne, le jeune, à l'issue, soit, j'ai envie de dire entre guillemets, un peu sur les rails et sache comment s'y prendre pour la suite de son parcours dans la durée. Comme je le disais, le parcours est intensif et il y a aussi un suivi dans l'emploi une fois que le jeune a réussi à accéder à un travail. Alors, vu comme cela, bon, ça peut paraître vraiment bien construit, ça l'est, mais pour autant, il y a quand même des défis, il y a quand même des points qui peuvent être compliqués à surmonter, et notamment le fait que pendant le contrat emploi jeune, un jeune va concrétiser un projet et puis à un moment se rendre compte que finalement c'était pas forcément la bonne idée ou c'était pas forcément ce qu'il voulait, donc il va le défaire suite à différentes actions, différentes expériences, et il va falloir repartir et reconstruire quelque chose de nouveau. Donc c'est là où, dans certains cas, le contrat engagement jeune peut se prolonger, parce qu'il y a une sorte d'un peu d'essai-erreur et d'expérimentation qui font que le contrat, le parcours d'accompagnement peut ne pas être linéaire. Donc des parcours plus longs après des expériences et des découvertes. Le fait aussi, autre chose qui est important à noter, c'est que il peut y avoir des expériences de travail au travers de contrats très courts. L'objectif, on l'a vu, c'est d'avoir un emploi durable. Pour autant, l'accès à cet emploi durable, parfois les jeunes ne sont pas prêts tout de suite. Ils ont trop de difficultés à surmonter de différents ordres. Ça peut être matériel, mais financier, mais aussi psychologique. Et donc, il peut y avoir une succession de contrats très courts qui, petit à petit, vont constituer une base solide et permettre aux jeunes d'accéder à un emploi un peu plus long. Et là, les contrats courts, les immersions sont autant de successions d'expériences qui vont aider le jeune vers une solution plus longue. Et puis, autre défi aussi, là pour le coup particulièrement du côté des conseillers qui accompagnent les jeunes, c'est comment attirer vers des métiers en tension qui sont généralement peu attractifs. En revanche, on a quand même des points d'appui, des points forts, des ressorts, et notamment l'intensité. L'intensité hebdomadaire, les conseillers évoquent régulièrement les difficultés que les jeunes ont avec des freins périphériques, la souffrance autour d'un manque d'emploi, d'un manque de confiance, mais aussi un manque d'appui et de soutien en général. C'est là où l'intensité hebdomadaire de l'accompagnement va devenir déterminante. C'est un vrai levier qui a permis aux jeunes de se sentir moins seuls, de se sentir considérés, accompagnés et de se fixer un cap. Ça lui permet de sortir de l'isolement, ça lui permet aussi de lancer une dynamique au départ, mais de la maintenir tout au long du parcours d'accompagnement,
de valoriser, le conseiller va valoriser, encourager tout ce qui est entrepris par le jeune, même si ce sont des petites actions modestes. Ça va apprendre aussi aux jeunes à mieux se réapproprier les règles, les codes du monde de l'entreprise, comment s'adresser à un employeur, ce qui n'est pas toujours facile ou connu selon le milieu ou selon le passé du jeune, de la personne. Il y a aussi des phases collectives. Là, je pense aussi à d'autres expériences qu'on a vues, d'autres témoignages qui ont été présentés depuis hier. Le contrat engagement jeune, c'est beaucoup d'individualisation, beaucoup de personnalisation, mais aussi de la dynamique en collectif. Et puis, donc, tout cela crée un lien, un espace de socialisation, de resocialisation, qui permet ainsi de rompre l'isolement et donc de redonner confiance et de donner de la considération à la personne. C'est là où je vais faire un lien avec la résilience parce que c'est ce qui va permettre l'intensité, c'est ce qui va permettre aux jeunes à devenir résilients et à avancer dans le temps et je dirais un peu dans la distance, dans la durée. Depuis le début de la mise en œuvre du contrat engagement jeune, on a tiré des expériences, on a observé et on s'est rendu compte qu'il y avait des leviers qui étaient particulièrement intéressants, efficaces, puissants pour déclencher des solutions dans les parcours des jeunes. Je peux en citer 3. Le premier, c'est le parrainage, le fait d'être sponsorisé et d'être poussé, notamment non pas seulement par le conseiller du service public de l'emploi, mais aussi par des représentants des professions. Ça, c'est important que le monde de l'entreprise soit aussi partie prenante et n'agisse pas seulement comme un employeur, mais comme un partenaire à part entière. Et le parrainage, notamment dans les métiers en tension, va permettre de montrer une nouvelle image de ces métiers et attirer les jeunes. Un autre levier intéressant, c'est la formation, bien sûr, l'aide à la qualification, des aides financières et des aides à la mobilité qui vont accompagner l'accès à cette formation pour faciliter le jeune dans l'accès au parcours qu'il souhaite. Et aussi, comme je le disais, des missions de type mission intérim, contrat à durée déterminée pour que le jeune puisse se forger une expérience et puisse se rendre compte sur le terrain de ce qui peut être intéressant pour lui ou pas. Et puis un autre levier important qui mixe l'emploi et la formation, c'est l'alternance qui a été particulièrement développée et qui a fait l'objet d'un investissement très conséquent en France. Nous nous sommes inspirés de l'expérience allemande en la matière qui est particulièrement efficace et puissante et la France a voulu investir massivement et on s'est rendu compte qu'en effet c'était générateur de résultats. Pour terminer, je souhaitais vous montrer des profils types. Alors, est-ce que ça... Pourquoi ça marche plus ? Ah. Je crois que ça fonctionne plus. Je n'ai plus de... Alors, ça marche, ça y est. Alors. Je suis pas sur le... Non, je suis pas à la page que je voudrais. Non, c'est pas ça. Voilà, on va y arriver, enfin. Quelques portraits types. Et du coup, je vois qu'on n'est pas sur la même... ouais, voilà, c'est bon, super. Quelques portraits types qui sont des vraies expériences de jeunes, des profils et des parcours qui ont fonctionné. Le premier, donc la jeune femme s'appelle Emmanuelle.
Elle avait un CAP dans l'industrie des métiers de la poissonnerie. Voilà, c'est écrit clairement. Vous voyez sa situation familiale fragile, difficile, et donc elle avait un manque de confiance en elle. Enfin voilà, elle avait un passé personnel assez compliqué. Avec le conseiller, il y a eu un travail sur la confiance, sur l'image, et puis en parallèle, sur l'aspect plus professionnel, elle a acquis des compétences complémentaires. Elle a participé à des ateliers collectifs pour pouvoir aussi prendre confiance et se socialiser avec d'autres personnes. Elle a rencontré un psychologue du travail. Elle a fait une immersion chez un employeur. Elle a suivi des formations au sein de l'entreprise et finalement, elle a réussi à décrocher un contrat à durée indéterminée en se sentant plus à l'aise professionnellement mais aussi personnellement. Voilà par exemple, une des réussites du contrat engagement jeune. Alors, j'espère que ça va marcher. Je vais passer à celui-ci. C'est un jeune homme. J'aime particulièrement ce témoignage-là parce que Daïloun, c'est le premier qui a signé un contrat engagement jeune au moment de la mise en œuvre du programme. Il est arrivé en France métropolitaine, mais il est arrivé de Mayotte. Mayotte, qui est une région d'outre-mer où les difficultés, la précarité sont particulièrement prégnantes. C'est un jeune qui est arrivé en France métropolitaine, sur le continent, isolé, qui n'avait pas de famille proche et qui avait de sérieuses difficultés administratives. Il a fallu faire un gros travail d'accompagnement, montrer la présence du conseiller Pôle emploi, mais aussi des partenaires externes autour de lui pour faire équipe autour de lui et l'aider à construire un projet et avancer, travailler son projet professionnel, être parrainé par un employeur. Et il a réussi à trouver sa voie, se former, passer un permis poids lourd et, étant donné le secteur en tension, il a été embauché en contrat à durée indéterminée dans une société de transport. Il y a d'autres portraits, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Donc vous pourrez voir le reste des informations et je vais m'arrêter là pour laisser la place à la suite et vous remercier de votre attention pour cette présentation. Merci. Merci. Je reste là 2 minutes parce que je reprends maintenant mon rôle de modérateur. Je voudrais présenter Iva qui va être parmi nous et qui va parler dans quelques minutes. Elle travaille à l'Agence nationale pour l'emploi depuis 10 ans au service public de l'emploi de Lettonie. Elle a occupé différents postes dans différentes activités au sein du service public de l'emploi. Notamment, elle a dirigé le projet d'amélioration du système de prévision du marché du travail. Elle était adjointe dans la division du soutien aux employeurs. Et depuis maintenant 2 ans, Eva est responsable du département du développement et de l'analyse. Depuis 2022, elle est également conseillère pour les affaires relatives au service public de l'emploi européen et elle est membre suppléant au sein du PES Network, qui est le réseau européen des services publics de l'emploi. Dans sa fonction actuelle, Eva a plusieurs responsabilités, le développement institutionnel, la planification, les relations publiques, les relations internationales, les statistiques, les prévisions du marché du travail, la gestion des services aux clients, aux usagers et également le centre d'appel. Donc un champ de responsabilité très vaste qui lui donne donc une vue globale sur les missions et les préoccupations de son service public de l'emploi. Eva va maintenant nous présenter, nous montrer comment le SPE de Lettonie a bâti un programme vraiment inspirant pour permettre à des jeunes femmes et à des NEETs de trouver leur place dans le secteur des nouvelles technologies. Eva, vous avez la parole.
Thank you. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais commencer en remerciant tous les organisateurs pour m'avoir donné cette chance d'être ici et surtout à Nicole, parce que c'est elle qui m'a soutenue pendant tout le processus de postulation et tout. Et j'aimerais aussi remercier Sandrine. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Je sais que je suis la personne qui sera juste sur la scène avant le déjeuner, mais je vais essayer de ne pas prendre votre temps. Nous avons développé un projet qui s'appelle Women for IT, qui veut dire Femmes pour TI. Et j'aimerais vous dire pourquoi ce projet est très important et pourquoi nous sommes très contents des résultats. Les résultats nous montrent que nos clients, depuis les 3 ans, ont utilisé d'apprendre des compétences numériques et nous pouvons voir que les femmes, en fait, sont 3 fois plus désirantes d'apprendre ces compétences. C'est pour cela que nous avons en fait développé des formations professionnelles ainsi que des courses en ligne pour leur aider. Et nous avons vu que les compétences digitales de nos clients qui ont été enregistrés sur le système et qui sont au chômage sont 35% de femmes et 28% de hommes. Mais la situation est un peu différente dans le marché du travail et nous voyons que les salariés du secteur TIC est différent. Il y a plus de femmes, le pourcentage c'est 44% et il y a plus d'hommes, excusez-moi. Nous voulons avoir une égalité. C'est pour ça qu'il est important de promouvoir ce secteur pour que les femmes en fait peuvent participer davantage dans le secteur TIC. Donc, je vais vous parler de ce projet. Ce projet a été mis en œuvre par l'association lettonne des technologies de l'information et de la communication en coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi. Merci. Je pense que c'est très important parce que ce projet, en fait, comme je viens de dire, ce projet est le fruit d'une coopération entre l'ICTA, l'association de technologie d'information, et ceci une association en fait qui connaît le marché du travail et ils sont les meilleurs en fait quand il s'agit de l'apprentissage, de l'enseignement de technologie de l'information. Et nous avons aussi eu la chance de recevoir une consultation avec les employeurs. Ça nous a aidé aussi à connaître le marché du travail, surtout spécifiquement dans ce secteur. Nous avons eu l'objectif et nous avons visé à augmenter le nombre de jeunes femmes employées dans le secteur informatique et nous avons augmenté leur employabilité ainsi que leurs compétences de spécialistes en tant que des femmes qui vont être embauchées dans le secteur TIC. Nous avons des groupes cibles, ce sont des jeunes femmes bien sûr entre les âges de 18 jusqu'à 29 ans, les DENIT. L'impact que nous avons eu, c'était de créer un environnement favorable permettant aux jeunes femmes de se sentir en sécurité et ouvertes aux opportunités et défis éducatifs. Nous les avons aidées à apprendre et à découvrir de nouveaux cheminements de carrière satisfaisants. Et le financement, en fait, a été grâce à des subventions de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. Les pas de ce projet étaient premièrement la promotion. Nous avons utilisé les médias, les réseaux sociaux et nous avons utilisé bien sûr les informations qui ont été disponibles publiquement. Et à part ça, nous avons utilisé l'adressage direct des participants potentiels qui inclut un traitement personnalisé en les envoyant des emails, etc. Et puis, il y avait le pas d'application. Les candidats pouvaient postuler en ligne. Après avoir postulé, chaque participante devrait recevoir un appel de notre part ou de la part de l'ICTA. Et nous avons partagé des informations importantes, surtout pour les femmes. Nous avons essayé d'expliquer quel sera le processus. Et
le pas dernier de l'application, c'était effectuer des tests pour pouvoir avoir un meilleur choix de participants et bien sûr un meilleur profilage. Nous avons essayé de voir les compétences des candidats et finalement, bien sûr, il y avait la sélection, le pas de sélection parce que ce n'était pas facile d'offrir ce projet à des gens qui ne voulaient pas. Bien sûr, c'est pour cela que nous avons mené des tests et nous avons choisi les candidats qui étaient les meilleurs basés sur les résultats. Et le programme commence pour eux pour 3 mois. Pendant les études, nous avons aussi développé des consultations et finalement, le 6e pas, c'était installation au travail pour les femmes. Ce que j'aimerais souligner, ce qui était très important dans le cadre de ce projet, surtout dans la phase de la mise en œuvre, c'était la feuille de route individuelle par des mentors professionnels et l'approche professionnelle que nous avons en fait utilisée pour pouvoir donner notre assistance pendant tout ce temps-là. Comme je l'ai dit, c'était une coopération entre 2 institutions et notre première priorité, c'était nous adresser aux filles. Nous avons utilisé des courriels à un groupe cible. Nous avons fait des appels, bien sûr, à des NIT. Nous avons utilisé des services sociaux et nous avons aussi utilisé des orientations professionnelles pour pouvoir avoir des meilleures discussions sur le secteur, sur le domaine et sur les opportunités et possibilités du secteur. Nous avons bien sûr fourni de l'information en coopération avec les employeurs, des informations sur le poste vacant et pour les participants, en fait, nous avons fourni un accompagnement pour les préparer et nous avons aussi les montré comment se comporter pendant les entretiens. Nous avons aussi organisé des séminaires en coopération avec des spécialistes de l'industrie et des conseillers d'orientation et nous avons encore adopté une approche individuelle que j'ai encore voulu mentionner parce que c'était un des facteurs de réussite pour notre projet. Donc, qu'est-ce que le programme a promu? Il y avait 3 résultats essentiels. Nous avons augmenté la participation accrue à l'éducation et à la formation. Et nous avons amélioré la situation d'emploi des NEET et de notre groupe cible. Et nous avons adopté des approches innovatives qui nous ont aidé à diminuer le chômage des jeunes. Et le projet a créé des opportunités d'emploi attrayantes pour les jeunes dans l'économie numérique et a développé des compétences numériques des jeunes femmes. Et quelques nombres à partager avec vous. Nous avons eu 177 jeunes femmes qui ont participé et nous avons fait des profilages et 65% des participants en fait ont réussi à trouver un nouvel emploi immédiatement après l'obtention de leur diplôme. Donc 177 peut-être ne semble pas beaucoup pour vous, mais à un point où il s'agit d'une population de 1,8 million et en comparaison avec la Turquie où la population est 44 millions, si je ne me trompe pas, nous pouvons dire que c'est 10 fois plus petit que votre pays et c'est pour cela c'est très important pour nous. Et nous avons reçu des commentaires de la part des filles et elles ont dit le programme m'a aidé à changer de vie et à trouver la carrière de mes rêves. L'administration, le tuteur, l'animateur à des ateliers d'autonomisation. Ils ont dit le cours de test manuel représentait la quantité parfaite de connaissances théoriques et pratiques. Le projet Women for IT a introduit les technologies informatiques.
Ça m'a aidé avec la stratégie de recherche d'emploi et une autre histoire d'expérience. C'est une de nos participantes, Elina. Elina a découvert le projet grâce à la publicité sur les réseaux sociaux et elle avait déjà travaillé dans le secteur du marketing publicitaire. Elle a postulé au cours de Tester et elle a obtenu son diplôme et a obtenu un stage rémunéré dans l'une des principales sociétés de test en Lettonie. Et la formation a été l'occasion de comprendre gratuitement ce qui se cache derrière les tests de système d'information et d'en appréhender le contexte. Elle a commencé à travailler dans une autre entreprise liée à l'industrie informatique Baltic Computer Academy et elle a dit « Je travaille en tant que responsable du groupe de développement. Je suis très reconnaissante. » Merci beaucoup pour votre attention. Très bien. Un grand merci à vous deux pour ces présentations. Je pense qu'on a à peu près, we have 15 minutes for discussions. On a à peu près 15 minutes, je pense, pour les échanges et vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Je vais peut-être commencer à lancer les questions. Peut-être, Meriban, you asked me to ask the question in English, so Vous m'avez demandé de vous poser la question en anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les secteurs d'où vous avez eu la plupart de vos participants? Merci beaucoup pour votre question et surtout pour l'avoir posée en anglais parce que c'est comme ça que je veux comprendre correctement et merci encore une fois. Actuellement, le taux d'emploi des formations professionnelles et le taux des gens qui ont complété ce programme, c'est 72%. Ils ont trouvé un emploi dans des divers domaines, surtout où il y avait un grand besoin en Azerbaïdjan, comme le secteur de TIC. Et pour les employés dans ce secteur, il y avait aussi une absence, une manque, ainsi que dans le secteur de tourisme. Pas la plupart, mais un groupe de participants ont trouvé des métiers dans le secteur d'agriculture. L'avantage de cette formation professionnelle, c'est que nous coordonnons et nous mettons en œuvre ces programmes en coopération avec les employeurs. Parce que sans comprendre les besoins des employeurs, nous ne pouvons pas en fait commencer ou lancer une bonne course comme il faut, un bon cours comme il faut. Sinon, nous allons aussi avoir une inéducation professionnelle et c'est pour cela en fait nous allons essayer de trouver où il y avait besoin, où il y avait des absences des employés dans le marché du travail. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, voilà, c'est ça, j'ai vu. Il y a des questions dans la salle. Oui, le micro. Merci beaucoup. Si je ne me trompe pas, un défi que vous faites face est d'avoir une éducation professionnelle pour des demandeurs d'emploi. Que ce soit le bon secteur, que ce soit quelque chose d'autre. Vous avez aussi des défis à rendre ce programme attirant pour des demandeurs. Il y a plusieurs secteurs, que ce soit la construction, l'hôtellerie, tourisme, TIC en Suisse. Il y a beaucoup d'employeurs, il y a beaucoup de postes pour voir et ils préfèrent les hommes généralement. Donc, quelle est la situation en Azerbaïdjan ou en Latvie? Qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture de l'employabilité des femmes? Est-ce qu'il s'agit des arrangements du travail adaptés ou des composantes de compensation?
Je peux commencer si vous voulez. Déjà, une information quand même assez importante, c'est qu'il y a tous les ans au niveau européen une étude sur le niveau de tension dans les différents secteurs dans les services publics de l'emploi d'Europe. Et en France, il a été noté que la France est le pays qui a le plus grand nombre de secteurs en tension. Donc on a un nombre de métiers hyper importants qui sont considérés comme en tension. Donc il n'y a pas que les secteurs traditionnels, hôtellerie, construction, industrie, il y en a aussi plein d'autres dans les services, etc. Alors c'est à la fois une difficulté et en même temps ça ouvre le champ des possibles parce qu'il y a de l'emploi quand même dans beaucoup de secteurs différents. La difficulté malgré tout, elle est quand même de faire en sorte que ces métiers soient donc attractifs pour des jeunes qui, voilà, comme on l'a vu, on en parle depuis hier, cumulent des difficultés de différents ordres. Mais bon, ça, en France, le contrat d'engagement jeune s'y emploie. Mais ce qui est important aussi, c'est d'arriver à convaincre les employeurs. Et je vais laisser aussi la parole, il faut que je laisse du temps pour les autres, mais peut-être une des actions vraiment concrètes et qui se passe au niveau très local, c'est d'organiser des rencontres sous différentes formes, des visites d'entreprise, des découvertes de métiers, des immersions qui sont des périodes pour le jeune passé dans l'entreprise, gratuites. Ce n'est pas du tout de la main-d'œuvre gratuite, hein, c'est simplement une période courte pour pouvoir découvrir un métier sur le terrain de façon la plus concrète possible et se rendre compte que finalement ça ne correspond pas forcément à l'image qu'on s'en faisait et ça peut aider à faciliter, à changer d'avis et donc à répondre à des besoins du côté des employeurs et donc trouver une solution positive pour le jeune. Donc les rencontres vraiment physiques, les discussions, les échanges et les immersions sur le terrain sont quelque chose que l'on a développé intensivement ces derniers temps. Voilà pour la France. Thank you for Merci pour votre question. Avant de répondre, j'aimerais être sûre. Ces employeurs, en fait, ont des différents groupes cibles, non? Est-ce que j'ai bien compris? Inaudible. Arrangement au lieu de travail. Notre institution et association en Latvie, en fait, souffre d'un manque de force de travail. Donc, nous devons être ouverts à des diverses possibilités si nous voulons, en fait, attirer plus d'employés. Lentement, mais ça devient plus solide. Après le Covid, en fait, nous avons vu qu'il y avait la possibilité de travailler à distance. Et donc, pour la plupart de la semaine, les gens peuvent travailler à distance ou peut-être ils peuvent devenir des travailleuses indépendantes, dépendant de leur contrat. En Azerbaïdjan, nous ne sommes pas à ce stade-là et la raison pour ça est que notre population est toujours très jeune et jusqu'à 2015, les tendances en fait ont toujours été jeunes. C'est pour cela que les employeurs, honnêtement, ne sentent pas cette absence de force de travail. Donc, nous sommes toujours à l'autre côté de la rivière, si je peux dire. Nous essayons de travailler avec les employeurs pour qu'ils nous aident à fournir des formations professionnelles. Et pour les arrangements de travail, nous avons une législation qui nécessite 5 jours de travail par semaine. Bien sûr, il y a eu beaucoup de flexibilité après le Covid-19, mais les entreprises essaient de lutter contre ça toujours. Par exemple, le secteur des TI, c'est en fait
peuvent donner cette indépendance, dépendant de leurs propres décisions, mais nous ne pouvons pas les forcer ou stimuler ou les motiver pour créer des différents arrangements au travail, juste pas à ce stade-là. Je crois qu'il y a une autre question. 2 autres questions. Il nous reste à peu près 4 minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour vos exposés. Et j'ai une question pour la collègue de l'Azerbaïdjan, de l'APA. Il s'agit de la procédure de validation et de reconnaissance des compétences. Vous en avez parlé, mais je ne sais pas, cette validation et cette reconnaissance, est-ce que c'est au niveau seulement du SPE azerbaïdjan ou bien y a-t-il un cadre formel au niveau national? Parce que dans certains pays, comme chez moi par exemple, ça pose problème. Est-ce que ça se passe au niveau du SPE ou bien vous avez un cadre, puisqu'il y a d'autres structures, d'autres institutions étatiques qui sont concernées par la validation et par la reconnaissance? Est-ce qu'il y a un cadre national pour ça? Merci pour votre question. Validation et reconnaissance dans la formation professionnelle est totalement basée sur les compétences. Comme tous les pays, nous avons aussi un cadre de qualification national, un cadre national de qualification. Et basé sur ce cadre national de qualification, en fait, nous fournissons ces formations et à la fin de ces formations, nous utilisons les critères prédéfinis et nous remplissons les formes totalement basées sur les compétences des participants. Il y a 2 parties, bien sûr, la partie théorique et la partie pratique, et nous fournissons les deux. Mais essentiellement, en fait, l'évaluation pratique, c'est ce qui nous aide à identifier les compétences des participants. Sinon, ce sera une éducation formelle, juste comme cela, et nous allons nous retrouver sur le même point encore une fois. Une dernière question. Et après, nous serons à l'heure. Merci. Hello. Bonjour, merci. I would like to ask. Nous ne pouvons pas vous trouver. Pourriez-vous vous montrer? Merci. J'ai 3 questions. Merci pour vos présentations. Comme je dis, j'ai 3 questions à poser. La première, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a des politiques de mobilisation internationale pour les NEET pour qu'ils participent à la force de travail au sein de l'Union européenne et des pays de l'OCDE? La France et la Latvie peuvent répondre si c'est possible. Ma deuxième question est que est-ce que vous avez des visas et des permis de travail que vous fournissez dans ces pays-là encore? Et troisièmement, est-ce que vous donnez ces visas et ces permis de travail sous les mêmes conditions pour tous les jeunes? Je crains de ne pouvoir répondre comme cela. Je suis vraiment désolée, mais je vous propose de les prendre, en tout cas pour la France, et de pouvoir vous apporter des réponses plus complètes dans un second temps, si vous en êtes d'accord. Parce que là, je vais avoir... c'est un petit peu... Ça nécessite un peu de recherche et de réflexion pour pouvoir vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui. Entendu. Je crois qu'il y avait une toute dernière, non? Ah oui, c'est ça. Non. Très bien. Là, vraiment la dernière, parce que je crois qu'après on va être en retard. Merci. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Mon nom c'est Béchir, je suis de l'Agence nationale de l'emploi de la Mauritanie. Je vous remercie beaucoup pour vos présentations. Et c'est bien de terminer
ce forum en beauté avec un panel qui est constitué de femmes. Et donc, j'ai 3 questions. 2 questions qui sont destinées à Madame Beriban et une question à Madame Sandrine. Pour Madame Beriban, la première question, quel est le dispositif de suivi que vous utilisez pour évaluer l'efficacité externe des formations que vous dispensez? La deuxième question, vous avez parlé de sensibilisation. Quels sont les outils que vous utilisez dans cette sensibilisation? Et la question pour Madame Sandrine, d'après ce que j'ai compris, le contrat engagement jeune n'est pas destiné seulement aux LEAD, mais à plusieurs catégories de jeunes. Et je voudrais savoir quels sont les avantages qui sont accordés justement aux LEAD dans le cadre de ce contrat d'engagement jeune. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Je vais répondre rapidement à la question. En effet, le contrat d'engagement jeune s'adresse à tous les jeunes en difficulté et pas seulement les NEETs. Cette population-là, qui fait l'objet de cette conférence, donc, peut bénéficier du contrat engagement jeune, mais n'obtient pas d'allocation supplémentaire. On a vu la durée du contrat qui peut être de 6 mois renouvelée. Si les NEETs sont dans une situation qui nécessite une prolongation, à ce moment-là, ce sera le cas, et on peut aussi mobiliser tout le reste de l'offre de services de Pôle emploi. Merci. In Azerbaijan, en Azerbaïdjan, pour pouvoir évaluer l'efficacité de ces formations, nous avons 2 méthodologies, proactive et réactive. La partie proactive, c'est avec les fournisseurs que nous faisons, et pour les conditions de contrat, nous devons au moins avoir un contrat pour au moins 3 mois. Et nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas en fait les virer. Et c'est l'action proactive que nous prenons. Et pour comprendre l'efficacité, en fait, nous avons des méthodologies de surveillance et nous utilisons des données depuis de la base de données que nous possédons. Nous essayons de voir combien de jours ils vont rester dans le marché du travail, pour combien de temps ils vont rester embauchés, combien ils ont gagné, combien d'impôts ils ont payé à l'État, au gouvernement. Donc, il y a quelques métriques que nous utilisons au niveau de la base de données gouvernementales, et ça nous montre si ces formations sont assez bonnes ou pas, et c'est comme ça que nous pouvons voir si nous devons faire des modifications ou si nous devons travailler au-dessus encore davantage. Et si je vous ai bien compris, vous avez mentionné sensibilisation, surtout sensibilisation régionale, n'est-ce pas? Nous avons plusieurs branches, plusieurs filières. Ce n'est pas seulement pour la formation professionnelle, mais ce sont des filières des SPE. Et tous ces centres travaillent avec tout le monde, y inclut les femmes, les NEET, les personnes en besoin. Ils peuvent comme ça sensibiliser et atteindre les gens pour faciliter le processus de postuler, et nous pouvons en fait commencer à les appeler. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci à nos panélistes aussi, et merci Sandrine pour modérer ce panel. Maintenant, nous allons procéder à déjeuner. Nous sommes un peu en retard, c'est pour cela que je vous demande d'être ici à 2h pile.